Je n'étais pas sur place, j'étais au fin fond de l'Afghanistan, je ne pouvais pas me rendre aux obsèques, donc ça m'a beaucoup perturbé. Et je suis resté dans mon bureau pendant plusieurs dizaines de minutes, je ne voulais pas sortir parce que j'étais en pleurs. Mais j'étais aussi en même temps le médecin-chef de l'hôpital de l'OTAN, c'est-à-dire de l'hôpital en guerre. Donc il ne fallait pas que mes subordonnés me voient en train de pleurer dans mon bureau. Salut à tous, c'est Ika, bienvenue dans Portrait de Panache, le podcast de ceux qui avancent avec audace, avec courage et qui nous inspirent par leur parcours et surtout par leur panache. N'oubliez pas, vous mettez un petit commentaire, un petit like, vous vous abonnez, c'est important pour que cette chaîne soit mieux référencée dans l'algorithme YouTube. Nous sommes malheureusement régis par ces algorithmes, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'accueille un invité particulier. C'est un témoignage exceptionnel qu'il a écrit de sang et d'or. Un médecin-chef des pompiers de Paris. Il a eu une carrière assez extraordinaire. C'est simple, je pense qu'il est intervenu sur tous les drames majeurs qu'ont connus l'Hexagone et finalement une partie du monde sur les 40 dernières années. L'Arménie, Haïti, le 13 novembre 2015, les attentats de 86, l'accident ferroviaire de 88, la prise d'otage de la maternelle en 93 avec monsieur Nicolas Sarkozy, la mort de Lady Diana. Je pense que je ne pourrais même pas énumérer tous ces événements majeurs auxquels il a participé. Claude Fuyat, bienvenue dans Portrait de Panache. Bonjour et merci de cette invitation. Et merci à vous d'être ici aujourd'hui. Monsieur Fillon, on va revenir sur ce livre qui, donc, on vient d'en discuter, qui sont une forme de mémoire, mais avec un petit peu plus que simplement des souvenirs. Et j'aimerais, pour commencer, que vous m'expliquiez un petit peu quel a été ce cheminement pour écrire ce livre aujourd'hui à l'aube de vos 70 ans. Oui, alors effectivement, comme vous dites, lorsque je me retourne, je regarde un peu la carrière que j'ai eue, et effectivement, je me rends compte de la chance d'avoir eu une carrière un peu extraordinaire au sens strict du terme, en dehors de l'ordinaire, et d'avoir fait des choses surprenantes, voilà, au minimum. Là, je continue à travailler, à faire de la médecine, et les jeunes médecins que j'ai côtoyés dernièrement m'ont toujours demandé d'écrire ce que je leur racontais, et j'ai toujours été réticent d'écrire une autobiographie parce que j'ai trop lu des autobiographies qui étaient un peu de l'autosatisfaction et de l'autocentré, et j'ai voulu le premier élément, lorsque j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était que ce ne soit pas une autobiographie autocentrée, mais plutôt un partage de mémoire collective et de rendre hommage à tous ceux qui ont été à mes côtés, soit mes chefs, soit mes subordonnés, soit tout simplement mes collègues. Et la deuxième raison, je voulais faire que ce livre puisse faire comprendre, donner au lecteur les émotions qui ont été les miennes tout au long de ce parcours. Et enfin, j'ai voulu que ce livre ne soit pas uniquement un livre ni de témoignages, d'action, bien sûr d'émotions, comme je vous l'ai dit, mais aussi de réflexions qui ont été les miennes tout dans ce parcours, des réflexions sur la mort, des réflexions sur les héros et les victimes, parce que dans une des postes que j'ai eu était de conseiller spécial de la secrétaire d'État aux victimes, et puis enfin de parler de ce qu'est devenu la médecine et surtout l'offre de soins en France. Donc je voulais que ce livre en fait ait plusieurs facettes en fin de compte et puisse être lu de manière différents niveaux, c'est-à-dire on peut le lire comme un livre d'action, mais derrière il y a bien sûr un livre d'émotion et un livre de réflexion. Mais c'est vrai parce que il est finalement assez factuel, c'est une forme de liste de tous les événements auxquels vous avez participé et dans lesquels vous êtes intervenu, mais avec une plume particulière qui est finalement assez littéraire, donc ça se lit bien et il y a énormément d'émotions, et moi-même, je vais pas le cacher, ça a été une vraie expérience de lire ce livre, et très touchante. Et vraiment, c'est rare
que ça m'arrive, et pourtant j'ai invité beaucoup de vétérans, beaucoup de personnes qui ont porté l'uniforme, des blessés de guerre, des blessés psychiques, des personnes des forces spéciales, mais aussi de l'armée conventionnelle. J'ai lu pour la plupart de leurs livres, leurs mémoires. Celui-ci m'a procuré des émotions que j'avais pas vécues depuis jamais d'ailleurs en lisant un livre. Donc vraiment, c'est très poignant et donc forcément, je suis obligé de venir à ce sujet-là. Vous avez constaté, et vous l'écrivez dans ce livre, près de 800 décès lors de votre carrière. Alors, forcément, c'est une question un peu simpliste, mais comment on vit, comment on peut trouver le sommeil quand on vit au quotidien auprès de la mort de cette manière-là ? Bon, déjà, je veux vous dire que j'ai pas un sommeil terrible à ce moment, mais bon, est-ce qu'effectivement les 800 décès derrière moi, est-ce tout simplement l'âge, parce qu'on sait très bien qu'avec l'âge, le sommeil devient de moins en moins bon. Je voudrais dire que alors cette notion de 800 décès, c'est pas un chiffre exact forcément, ça peut être un peu moins, ça peut être un petit peu plus. En fait, lorsque je reviens d'Afghanistan, où j'étais médecin-chef de l'hôpital de Kaboul, je passe devant on passe tous les militaires, aller à l'époque, lorsque c'était l'Afghanistan, un sas de décompression qui était à Chypre, à Paphos. Et là, on fait différentes activités et notamment on voit un psychologue. Et là, c'était une jeune psychologue, lieutenant, qui m'interroge en me posant une question un peu saugrenue, du style ça vous a fait quoi de voir des morts durant mes fonctions de médecin-chef de l'hôpital de l'OTAN. Alors là, ça m'a un peu surpris parce que je lui ai dit, vous savez, bon, j'ai vu quelques morts, effectivement, c'était des militaires qui sont morts au combat. C'est pas moi qui ai annoncé à leur famille leur décès, mais je lui ai dit, on peut parler du reste de ma carrière où j'ai eu des enfants morts, où j'ai annoncé à leur famille leur décès. Alors, je ne veux pas faire de graduation dans les morts, parce que toute mort est dramatique, mais dans l'intensité émotionnelle que l'on peut avoir entre annoncer la mort d'un enfant de 10 ans en ouvrant la porte de la chambre et constater le décès d'un militaire mort au combat, même si effectivement il y a une proximité avec ce militaire puisqu'on porte le même uniforme, bien sûr ça nous touche, mais constater le décès d'une petite fille de 3 ans sur le macadam alors qu'on vient de laisser quelques minutes avant sa petite fille de 3 ans de ses genoux, vous voyez, l'intensité émotionnelle n'est pas la même. Et ce jour-là, j'ai essayé de réfléchir combien j'avais vu de morts depuis le début de ma carrière. Alors j'ai raisonné en prenant le nombre d'années que je faisais de la médecine d'urgence, le nombre de gardes que je faisais, le nombre de morts par rapport au nombre de gardes que je faisais, puis j'ai évalué à peu près ce chiffre à 800, qui est de l'ordre de grandeur qui est exact. Après, est-ce que c'est 750 ou 900, je ne sais pas exactement. Mais en tous les cas, plusieurs centaines de décès, c'est sûr, que j'ai constaté. Heureusement, c'est pas moi qui annonçais le décès aux familles, parce que c'était pas toujours la situation pour l'annoncer. Mais n'empêche que on n'en sort pas indemne, quoi, d'avoir fréquenté dans sa vie 800 décès, quoi. Oui, j'imagine. Enfin non, j'imagine pas d'ailleurs. Alors du coup, c'est vrai que vous parlez d'un principe, page 288, qui vous permet d'être toujours opérationnel malgré les émotions possibles qui peuvent intervenir. Plus c'est urgent, moins il faut se précipiter. Plus c'est grave, plus il faut être calme. Ce ne sont pas les soignants qui souffrent, ce sont les patients. Ils ne nous demandent que professionnalisme et empathie. Comment on garde ce calme quand on voit des choses et des drames aussi intenses ? Bon, c'est un principe qu'il faut se tenir. Alors, c'est pas toujours facile, hein. C'est un principe que j'avais mis lorsque j'étais médecin-chef de l'hôpital de Kaboul, à l'entrée, là où on accueille des blessés. Parce que souvent, lorsqu'il y avait un afflux de blessés, etc., certains personnels dont c'était les premières missions étaient un peu secoués et n'arrivaient pas à prendre un peu de hauteur. Et je leur expliquais que plus c'était grave,
plus il fallait être professionnel. Et puis que c'est les blessés qui souffraient, c'est pas nous qui souffrons. Même si effectivement on ne sort pas tout à fait indemne, mais en premier lieu quand même, la victime, c'est celui qui a les jambes arrachées que l'on prend en charge. Et que effectivement, alors c'est un principe évident, c'est pas facile, c'est vrai, à mettre en place. C'est sûr que plus c'est grave, on a tendance à se précipiter, mais on sait très bien que la précipitation est mauvaise conseillère et que il m'est arrivé, alors souvent d'ailleurs, sur des interventions, ceux qui me connaissaient pas me trouvaient un petit peu bizarre, d'être un petit peu détaché, de prendre du recul, et j'avais l'impression, moi c'est vrai que plus c'était grave, plus je n'étais pas détaché, mais je prenais du recul, et les gens pensaient que c'était de l'indifférence, etc. Non, parce que je pense que quand on a une situation grave à gérer, il faut prendre du recul pour prendre des bonnes décisions, et pas prendre des décisions hâtives dans l'urgence sans avoir tous les éléments, quoi. Alors c'est certainement des fois beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il faut lorsqu'on est un manager de l'urgence, il faut s'y tenir à ce grand principe, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant parce qu'il y a un épisode que vous décrivez où cette fois-ci, c'est votre bien-aimé qui se blesse et vous arrivez à garder ce professionnalisme, à garder ce calme et cette sérénité pour que finalement ça se déroule bien. Et vous expliquez que c'est dans l'hélicoptère ensuite, quand tout se termine, que en fait la pression se relâche et que bon, forcément il y a un peu plus d'émotion, mais c'est quand même une force de savoir rester serein dans cette situation. L'accident était sur le Paris-Dakar. Pendant mes jours de congé, pendant quelques années, j'ai fait le Paris-Dakar comme anesthésiste, et mon épouse, qui est anesthésiste aussi, avait fait un Paris-Dakar avec moi, et la voiture s'est renversée et elle était gravement blessée à la main. Et c'est vrai que j'ai réagi là en médecin et non pas en époux, et j'ai pris sur moi dans l'action, et j'ai tout fait ce qu'il fallait faire comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais il est évident que, mais je l'explique un petit peu dans le livre, déjà dès le prologue, notre cerveau permet de gérer l'action, mais notre cerveau aussi permet de générer des émotions. Et c'est ce qui permet l'action et de gérer l'émotion se trouve pas dans les mêmes zones du cerveau. Ce qui permet l'action, c'est dans les zones plus externes et plus périphériques du cerveau, et l'émotion dans des zones beaucoup plus profondes du cerveau. Et on sait très bien, ça c'est scientifique, que l'action va avoir tendance à inhiber cette zone qu'on appelle le système limbique, qui est la zone qui stimule, qui vous donne les émotions. Donc, la meilleure façon de limiter vos émotions, c'est d'être dans l'action. Et là, dans cette affaire-là, je m'étais mis dans l'esprit qu'il fallait que je fasse comme médecin et pas comme le mari. Et donc, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Je l'ai perfusé, j'ai mis un pansement, j'ai appelé l'hélicoptère, etc. Et lorsque l'hélicoptère a décollé, je n'étais plus dans l'action, c'était terminé. Et là, tout ce qui bouillonnait, si vous voulez, dans le système limbique, d'émotions a surgi, et je me suis accroupi et je me suis mis à pleurer, quoi. Voilà. Et il faut comprendre ça pour comprendre ce qui nous protège, en fait. Ce qui nous protège, c'est l'action. Hein. Tant qu'on est dans l'action, on est protégé de l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas exister, elles vont ressurgir après, mais au moins elles ne vont pas parasiter l'action, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de pudeur là-dedans? Parce qu'il y a un autre épisode, alors vous avez vu, j'ai fait mon travail. Il y a un autre épisode où vous perdez malheureusement un camarade et vous tentez de cacher vos émotions face à l'un de vos subalternes, il me semble. C'est dans quel but? Est-ce que c'est pour garder une forme de pudeur vis-à-vis de vos subalternes? Est-ce que c'est pour garder une stature de chef? Je ne sais pas si vous voyez les vidéos. C'est quel? Donc, le 14 octobre 2011, j'apprendrai avec effroi le décès la veille de mon camarade le colonel Christophe Renoux, ancien chef de corps de l'unité d'instruction de la sécurité civile numéro 1 de Nogent-le-Rotrou. Et à la fin du paragraphe, vous écrivez « Il ne faut pas qu'il voie mes larmes qui coulent en pensant à son épouse et à son petit Louis qui jouait avec ma petite Louise l'été dernier dans notre maison en Catalogne. » Donc vous... Oui, en fait, Christophe était un colonel de la sécurité civile. On était ensemble un an auparavant lors du tremblement de terre d'Haïti.
Et un an après, donc j'étais médecin-chef de l'hôpital de l'Autan, et j'apprends son décès d'une maladie infectieuse fulgurante en 48 heures. Ben, cette force de la nature a été terrassée. Et ça m'a profondément ému. D'abord, on se connaissait bien, même si on sait très bien, et médicalement, je sais très bien qu'on peut mourir en quelques heures d'une infection fulgurante. Il y a quand même une incompréhension qui reste. Et puis, je n'étais pas sur place, j'étais au fin fond de l'Afghanistan, je ne pouvais pas me rendre aux obsèques, et donc ça m'a beaucoup, beaucoup perturbé, et je suis resté dans mon bureau pendant plusieurs dizaines de minutes. Je ne voulais pas sortir parce que j'étais en pleurs, mais j'étais aussi en même temps le médecin-chef de l'hôpital de l'Autan, c'est-à-dire de l'hôpital en guerre. Donc il ne fallait pas que mes subordonnés me voient en train de pleurer dans mon bureau, parce que une de mes fonctions était quand même de la cohésion de l'équipe, et qui sentent que le chef dominait la situation. Donc il ne fallait pas montrer ces signes de faiblesse, quoi. Mais ces signes de faiblesse existaient. Je les cachais effectivement pendant de longues minutes, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbé, ce décès, surtout de se retrouver à des milliers de kilomètres et ne pas pouvoir prendre son épouse dans mes bras et essayer de comprendre l'incompréhensible, quoi. Oui, et c'est très malheureux parce que vous, avec tous ces épisodes de mort que vous décrivez dans ce livre, on pourrait croire que vous avez finalement un contrôle sur ça, puisque c'est vous qui êtes en intervention, c'est vous qui êtes vraiment au plus proche. Et finalement, plusieurs événements nous montrent qu'on n'a jamais le contrôle là-dessus. Et l'un de ces épisodes qui m'a profondément marqué, c'est que vous parlez beaucoup de votre famille, et c'est assez poignant d'ailleurs, et notamment de vos parents. Et vous expliquez que malheureusement le décès de votre père et l'annonce que vous faites à votre maman de ce décès, bah finalement vous aviez l'habitude en tant en intervention d'annoncer les décès à des parents, et vous aviez donc une sorte de réflexe humain pour que la nouvelle soit mieux prise. Et là vous n'êtes pas en capacité de le faire, et donc même à ces moments-là où vous voudriez avoir le plus de contrôle, en fait, finalement, c'est pas toujours le cas, et c'est le... Oui, alors d'abord, je rassure le lecteur, le livre, il n'y a pas que des morts, il y a aussi des gens sauvés et des beaux succès. Mais oui, alors cet épisode est un peu dramatique pour moi, parce que mon père décède en problème cardiaque et est transféré à l'hôpital. J'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité de me rendre immédiatement à l'hôpital. Je devais m'y rendre le lendemain, et le soir il décède, donc je suis à peu près au milieu des kilomètres, puisque je suis à Paris, mes parents habitent à Perpignan, et ma sœur m'appelle, elle me dit papa est mort, je vais annoncer ça à maman, mais moi je sais pas faire, toi tu es un spécialiste en fait de l'annonce de la mort. Et puis on se met d'accord qu'elle va devant la porte de ma mère, moi j'appelle ma mère, et au téléphone je lui annonce le décès, et ma sœur rentre juste après pour la consoler. Mais ce qu'a oublié ma sœur, c'est que certes j'avais l'habitude d'annoncer des décès, mais d'abord c'est pas le décès de ses parents, et puis moi quand j'annonçais un décès de personne, j'allais voir la famille, celui à qui j'annonçais le décès. Je prenais la main de celui à qui je parlais, je le regardais dans les yeux, et je transmettais mon empathie corporellement, si vous voulez. C'est pas du tout la même chose un coup de téléphone anonyme de dire maman, je suis désolé, mais papa est mort, et de pas pouvoir prendre en plus sa maman dans les bras. Donc c'est vrai que j'étais un spécialiste de l'annonce des décès, mais pas comme ça, et pas pour son papa. Alors, j'en veux pas à ma sœur, bien sûr, mais voilà, on maîtrise pas des fois toute sa communication, tout simplement. Forcément, ouais. Alors, en effet, qu'on soit bien clair, c'est un livre qui ne parle pas que de la mort, fort heureusement. Et d'ailleurs, on va parler de ce titre, de sang et d'or.
Pourquoi ce titre? Parce qu'il y a quand même aussi un message. Oui, d'espoir. alors De sang et d'or, effectivement, parce que quand on lit, on voit 300, 800 décès, beaucoup de drames, etc. C'est une vie donc qui est parsemée de sang, de pleurs, de drames, mais en même temps c'est une vie qui est maintenant pour moi un peu du passé, même si je continue à faire de la médecine, mais cette vie extrêmement opérationnelle, c'est un peu du passé. Je ne changerai en rien ce que j'ai vécu. J'ai une vie professionnelle extraordinaire qui était même pas un métier, c'était une passion. Moi, je me rappelle lorsque j'étais jeune médecin des pompiers de Paris, quand je revenais, j'étais content de rentrer de vacances et de recommencer à travailler. Vous voyez, donc c'est ça un peu le livre De sang et d'or. Certes, c'est des drames, mais quelle vie fabuleuse j'ai pu avoir. La vie m'a donné. Et puis, un petit clin d'œil, je suis d'origine catalane, et donc le sang et or, c'est les couleurs du drapeau catalan. Bien sûr. Et oui, c'est vrai qu'il y a des épisodes qui donnent de l'espoir, et durant tout le livre, finalement, vous parlez énormément de l'humanité, on va dire. C'est ça qui se dégage vraiment. Et par exemple, j'en ai un, évidemment, qui est assez marquant, qui se passe en Arménie. Et cette fameuse vieille dame qui vous offre une pomme, alors qu'il n'y a plus grand-chose à offrir. Elle vous offre tout de même quelque chose par votre uniforme, et vous écrivez même « Comment ne pas être fier du drapeau français qui orne notre tenue ?» Donc c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu cet épisode-là. Oui, alors j'étais jeune médecin, c'était en 1988. Moi, je suis arrivé à la BSPP, donc à la Brigade Sauvegarde de Paris, en 84. Et en 88, il y a un tremblement de terre en Arménie. Et c'est la première fois que l'Union soviétique s'ouvre un petit peu à l'ouest. Gorbatchev demande de l'aide internationale, et puis donc on va en Arménie essayer de sauver des décombres, voilà, quelques victimes. Bon, en fait, il s'avère qu'on arrive relativement tard et on sauve relativement peu de personnes. Mais moi, je découvre un pays, l'Arménie, qui transpire la pauvreté, et au-delà de la pauvreté, qui transpire le drame qui suinte depuis des décennies, en fait. Clairement, ça m'a beaucoup marqué, de voir que l'armée soviétique méprisait les Arméniens. Ils étaient pauvres, ils grattaient quasiment avec leurs mains les décombres. Et voilà, moi ça m'a beaucoup touché. Et lorsqu'on repart, on est dans la gare, ou l'aérogare plutôt, d'Erevan. Et on attendait, notre avion n'était pas encore disponible, on a attendu 24 heures, on était couchés dans des sacs de couchage dans les halls. Et puis moi, je ne dormais pas, et j'entends de la musique, et puis je vois une vieille dame, voilà, avec un musicien à côté qui joue quelque chose d'assez fabuleux. Et puis la vieille dame comprend que je suis un sauveteur français. Elle voit je lui montre le drapeau français. Et là, alors qu'elle était triste, elle sourit, elle cherche dans son sac, et elle trouve une pomme, et elle m'offre la pomme. Et moi, je refuse, parce que je vois leur misère, etc. Nous, on avait des rations de combat, etc. Donc on avait de quoi manger, c'était pas le problème. Et elle a voulu absolument m'offrir cette pomme, en reconnaissant pour ce qu'on avait fait. Et là, c'était extrêmement touchant, parce que c'est quelqu'un qui n'avait rien, et parce que je représentais quelque part la France qui l'avait aidée. Elle m'avait offert le seul bien qu'elle avait, cette pomme dans son sac. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Et puis on est maintenant plus de 30 ans, hein, voire bientôt 40 ans. Je m'en rappelle encore le visage émacié de cette vieille dame, qui, au-delà de ma personne, offrait en fait à la France cette pomme, quoi. Oui, c'est un magnifique message, et c'est vrai que ça fait résonner en moi pas mal de témoignages que j'ai eus d'anciens militaires, notamment un commandant marine, Louis Saillant, que je salue, qui m'expliquait que finalement, dans la société française, l'opinion publique n'est pas toujours extrêmement encourageante vis-à-vis de notre armée, et elle peut être taxée, voilà, d'impérialiste, de colonialiste, etc. Or, il s'avère que sur les théâtres d'opération, les Français, au contraire, font preuve de beaucoup d'humanité, et notamment en Afghanistan, contrairement à nos alliés américains, les Français accueillent les blessés, notamment du camp adverse, ce
qui n'était pas forcément le cas des Américains, et sont sur place souvent appréciés des populations, parce que les Français aident et font preuve de solidarité autant qu'ils le font au sein de l'Hexagone. Et donc cet épisode, finalement, je trouve, incarne pleinement cette humanité française, qui est finalement pas assez mise en valeur, je trouve, au sein même de notre population. Alors, le service de santé des armées français a comme devise, même si la nouvelle a un peu changé, mais l'historique reste toujours valable, c'est pro patria et humanitate, c'est-à-dire pour la patrie et l'humanité. Et ça remonte à la devise du baron Percy, donc qui était un chirurgien de la grande armée napoléonienne, qui disait en fait à ses médecins que certes Napoléon était un conquérant, mais il voulait absolument que son service de santé soigne bien sûr les militaires de Napoléon, mais aussi serve les populations locales. Et donc c'est historique pour nous, la France, et c'est dans notre ADN du service santé des armées. Le service santé des armées a toujours considéré que lorsqu'on se déployait sur un théâtre d'opération, on était là bien sûr pour la première mission qui était de prendre en charge les militaires blessés ou malades français, ou de l'OTAN lorsqu'on est sous l'égide de l'OTAN, mais aussi les populations locales. Hein, voilà. Et c'est moi, lorsque j'étais à Kaboul, le médecin-chef de l'hôpital de l'OTAN, c'est le médecin-chef qui décidait de l'entrée de ces patients, parce qu'effectivement, on ne peut pas soigner toute la population de Kaboul, on est obligé de faire un tri, parce que les capacités de l'hôpital sont limitées. Mais moi, je sais que pendant mon mandat, je n'ai refusé aucun enfant à entrer de l'hôpital. Sauf l'épisode est raconté malheureux, on l'a soigné quand même, lié à une incompréhension, et qui m'a beaucoup touché et m'a marqué. C'est pour ça que je l'ai raconté dans le livre. Et c'est un enfant qu'on a accueilli ensuite à l'hôpital et qui m'a donné une très belle leçon de résilience. Hein. Et aujourd'hui, quand je travaille au SAMU d'Agen et que j'ai des gens qui m'appellent et exigent que je renvoie des pompiers pour transporter leur jeune fille de 14 ans qui a une entorse de cheville au basket, je pense à cet épisode et je me dis que la société française est bien malade. Oui, forcément, c'est vrai que quand on lit ce livre, on voit que notre population est peut-être plus vraiment prête aux épisodes qu'elle a pu vivre dans son passé, et malheureusement aux épisodes qui pourraient advenir dans le futur. Et ce qui me fait penser donc au discours du chef d'état-major des armées d'hier, oui. Qui nous parle du conflit hypothétique qu'il pourrait y avoir avec la Russie dans les 5 prochaines années, et qui nous dit qu'il faut qu'on soit prêt à perdre nos enfants. Et alors donc je cite évidemment son discours, et c'est vrai que je pense que la population française n'est pas du tout prête à ça, et que on a eu une forme de pédagogie peut-être infantilisante sur les 10, 15, 20, 30, 40 dernières années, et les jeunes Français aujourd'hui ne sont pas du tout prêts à ce genre d'événements dramatiques. Et ça s'est vu notamment pendant les attentats de 2015. Donc aujourd'hui ce sont les 10 ans, donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais c'était les 10 ans il y a une semaine. Je pense que ça nous a profondément marqué, qu'il y ait un événement qui arrive, un drame vraiment de guerre qui arrive sur notre sol. Ça a complètement choqué une grande partie de la population qui n'était pas du tout prête à ça, et qui d'ailleurs a, je pense, oublié très vite. Oui, bien sûr, l'événement du 13 novembre est dramatique, pour plein de raisons. Hein. Je veux dire, d'abord le nombre de morts dans une même soirée, la qualité des morts, c'est-à-dire des jeunes qui avaient toute la vie devant eux, puisque la plupart étaient relativement jeunes, des jeunes qui faisaient la fête, soit au Bataclan, soit sur les terrasses, et cette césure entre la soirée de fête et puis la soirée de sang. Donc tout ça nous perturbe. Bien sûr, c'est évident que la soirée du 13 novembre, en France, c'est notre 11 septembre 2001. C'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de prendre de la hauteur sur l'événement et d'essayer de comprendre un peu l'évolution de la société et l'acceptation, si tant est que ce soit acceptable, de cet événement. C'est assez intéressant, moi qui suis un passionné d'histoire. Cette nuit-là, on a eu 130 morts
de 130 jeunes d'une vingtaine d'années, 20-30 ans, qui sont morts sous les balles des islamistes. Et quand on fait la machine à remonter le temps, on revient à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est pas si loin que ça. C'est bien sûr, actuellement, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie sont des octogénaires, voire des nonagénaires, mais enfin, ça remonte pas à 2 siècles, c'est quand même assez proche culturellement de notre période. La guerre d'Algérie a duré 99 semaines et a entraîné nombre de décès de militaires français non négligeables, dont la moitié étaient des militaires appelés. C'est-à-dire des jeunes qui avaient le même âge que ces jeunes du soir qui ont été tués le soir du 13 novembre. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que, en gros, puisque c'est 99 semaines, sur une soixantaine de semaines, de mois, excusez-moi, eh bien, on a tous les mois, en faisant une moyenne bien sûr, tous les mois le 13 novembre. C'est-à-dire que tous les mois, entre le 1er octobre 1954, au début de la guerre d'Algérie, alors, soit on l'a fait terminer le 19 mars, qui est au moment des cessez-le-feu, soit le 5 juillet 62, date de l'indépendance et de la fin des hostilités, puisqu'entre les deux, il y a eu quand même des morts. Eh bien, tous les mois, on avait le même chiffre de jeunes du même âge. Et voilà. Et la comparaison, elle est sociétale. C'est-à-dire que le 13 novembre, c'est le deuil national. C'est la cérémonie aux Invalides, le président de la République. Et quand on se reporte en arrière, moi j'étais jeune enfant à l'époque, puisque en 62 j'avais 7 ans, mais je me rappelle un peu de ces militaires morts. Je me rappelle des amis, de la famille. Et en fait, la mort, il y avait une photo du jeune garçon en tenue militaire avec un petit crêpe sur la photo qui était mis sur la commode, et puis ceux qui avaient une télé, il y avait sur la télé. Et c'est tout. C'est-à-dire que la société ne prenait pas en compte ces morts en tant que tels. La mort restait le problème familial. Voilà, on leur amenait l'enfant, le neveu mort, on l'enterrait et terminé. Alors, c'est pas pour critiquer ce qui s'est passé le post-13 novembre, c'est pas du tout ça, mais ça permet d'avoir un regard sur comment la société a pris en compte cet indicible, c'est-à-dire qu'un jeune de 20 ans meurt alors qu'il a toute la vie devant lui, et avec des chiffres un peu comparables, puisque alors 130 morts tous les mois de jeunes de 20 ans, pendant une centaine de mois. Et lors de la Première Guerre mondiale, on multiplie... Alors je ne parle même pas de la Première Guerre mondiale, et je ne parle même pas, ça dans le livre c'est un petit peu expliqué, de la guerre de 14, du chemin des dames, le nombre de morts par jour, etc. Mais là, on a quelque chose qui est... C'est pour ça que la comparaison qui est assez proche, évidemment. Et effectivement, voilà, c'est... Le but n'est pas du tout de faire une gradation de morts par rapport à d'autres, etc. Mais de se dire, voilà, notre société a évolué, en bien comme en mal d'ailleurs. C'est bien qu'on reconnaisse les victimes, c'est bien qu'on essaie de tout faire en sorte pour réparer un peu ces victimes. Ce qui est un petit peu dommage, et ça je ne suis pas le premier à m'en rendre compte, c'est qu'on est une société qui reconnaît les victimes. Alors, certes, pas suffisamment, et le poste que j'ai eu de conseiller spécial aux victimes m'a fait découvrir ceci, qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur la reconnaissance et l'aide aux victimes. Mais en parallèle, on oublie un peu la notion de héros. Si vous voulez, et cette notion de héros, c'est galvaudé, c'est-à-dire on la met à toutes les sauces. Alors je vais vous donner un exemple simple, je veux dire, et les réseaux sociaux d'ailleurs en sont un grand pourvoyeur de ces informations un peu erronées, parce que justement ça va concerner un même corps qui est la gendarmerie. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, et puis ça m'a sauté aux yeux, mais il y a d'autres événements qui sont un peu similaires, où 2 gendarmes aidaient une jeune femme à accoucher sur une aire d'autoroute. Et là, tous les commentaires étaient tout laudatifs, c'est des héros, il faut les féliciter, leur mettre une médaille, etc. Bon.
Non, c'est-à-dire, ces deux gendarmes qui ont aidé cette jeune femme, ils ont fait une bonne action, il faut les féliciter, il faut faire pas mal de choses. Je veux dire, c'est très bien, c'est tout à leur honneur, mais c'est pas des héros. Un héros, c'est celui qui met quelque chose en jeu extrêmement important pour lui, voire sa vie. Oui, il y a une dimension de sacrifice. En gendarmerie, le héros, c'est le colonel Bertram. C'est-à-dire, c'est lui, il met au maximum, il a mis sa vie en jeu pour quelque chose qui le dépassait. C'est-à-dire la vie de la jeune femme qu'il a permis de sauver. C'est ça, un héros. Alors, on sait plus ce que c'est un héros. On a oublié. Et c'est intéressant. Il faudrait que notre éducation nationale fasse de la pédagogie. Moi, j'ai fait... Retour au roman national qu'il faudrait faire. Oui, le roman national, mais au-delà le roman national, des fois, a une connotation un petit peu particulière, mais tout simplement connaître notre histoire. Moi, lorsque je suis rentré à l'école de santé des armées, c'était l'ancienne école du santé des armées à Lyon, qui a été la siège de la Gestapo pendant la guerre. Et cette école, avenue Berthelot, a été transformée depuis 81. L'école de santé a migré à Bron, est un campus. Et cette ancienne école de style napoléonien, enfin du Troisième Empire, a été transformée en centre historique de la résistance et de la déportation. Et à l'intérieur, il y a plein d'éléments qu'on peut. Et il y a notamment des lettres de Guy Môquet, d'Henri Ferté, qui sont des jeunes qui sont... Alors je cite les deux parce que c'est assez classique de les citer, parce que l'un était communiste et l'autre était un catholique pratiquant. Donc on a les deux spectres de la société. Et les deux ont été fusillés, l'un a 16 ans et l'autre a 17 ans, et écrivent une dernière lettre avant d'être fusillés. Mais quand vous lisez ces lettres, vous pleurez. D'abord sur la forme. D'abord, c'est écrit dans un français formidable, sans faute, avec une calligraphie extraordinaire. Et ces jeunes qui vont mourir, ils vous donnent une leçon de vie, quoi. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes de 16 ans actuellement qui seraient capables d'écrire ces lettres. Et il faut lire, il faut aller là, il faut que notre jeunesse lise ce genre de lettres pour connaître un peu notre histoire et comprendre ce que sont des héros, des gens qui ont mis leur vie. Alors, on n'est pas forcément un héros parce qu'on met sa vie complètement en danger, mais au moins on est un héros parce qu'on a une action qui va permettre de sauver énormément de gens. Bon, je prends un exemple, c'est le pilote de l'avion qui s'est posé sur le fleuve à New York, lorsque ses moteurs se sont arrêtés, je sais, bon, lui, on peut le qualifier d'héros, même s'il n'a pas mis plus en vie en danger que les autres, puisqu'ils étaient tous liés de même sort, lui et les passagers, mais ça a été un héros parce que, dans une situation catastrophique, il a eu à la fois deux choses, c'est-à-dire le sens aigu de la décision, de prendre la bonne décision en peu de temps, c'est-à-dire de poser sur la rivière, et ensuite non seulement de prendre la bonne décision de poser sur la rivière, qui était le moindre mal, plutôt que sur les buildings. Et la deuxième chose, c'est la technique de poser, qui n'est pas facile, et les gens qui savent piloter savent très bien que poser un avion sur l'eau, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il suffit tout simplement d'avoir... il y a quelques images d'avions qui sont posés sur l'eau, qui sont retournés. Il suffit qu'une aile touche l'eau pour que l'avion se retourne et ce soit catastrophique. Et donc ce pilote était un héros. Alors il n'a pas mis plus sa vie en danger pour les autres, puisque la vie, elle l'a mis en danger, certes, mais elle était de base, et c'était commun à l'ensemble des pilotes et de personnes navigants et des passagers. Mais voilà, les héros, c'est ça. C'est pas le héros, c'est pas quelqu'un qui va aider une jeune femme à accoucher sur le nerf d'autoroute, même si ça doit être félicité. Bien sûr. Voilà. Après, c'est vrai que vous parliez un peu de l'éducation nationale. Je pense aussi. Alors, est-ce que ça vient d'un traumatisme des différents conflits qu'on a eus, des différents événements dramatiques que la France a vécu, je ne sais pas, mais il y a une forme d'égalitarisme et de peur de la souffrance et de la compétition. Et aujourd'hui, c'est même décrié de sortir du lot. C'est même repoussé, quoi. Il faut que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Il faut pas faire trop de compétition. Il faut plus trop noter les jeunes entre eux parce que ça pourrait les faire souffrir. Et c'est un peu l'éducation positive, tous ces termes assez modernes. Et
finalement, intrinsèquement, il peut pas se dégager une dimension héroïque lorsque on essaye de garder tout le monde sur un même niveau, parce que l'héroïsme, par définition, c'est quelqu'un qui sort du lot au profit des autres, mais qui ne reste pas au même niveau que ses homologues. Donc, je pense que, en effet, dans l'éducation actuelle des Français modernes, la dimension héroïque est plus difficilement encouragé, en tout cas. J'en ai l'impression. Oui, alors ça c'est un vaste sujet de société qui m'interpelle beaucoup. Je pense que notre éducation a complètement loupé le but. La vie est inégalitaire par définition. C'est clair, c'est net. D'ailleurs, l'être humain, ce n'est qu'un animal comme les autres. Et vous avez des antilopes qui sont pourchassées par des lions, et puis il y a celles qui courent plus vite et qui ne seront pas rattrapées. Voilà. Et donc la vie, elle est faite d'éléments inégalitaires. Il y a des gens qui vont apprendre très facilement, d'autres plus difficilement, etc. Alors nous, on n'est pas un animal, on est des êtres humains, donc là, ce qui nous différencie, c'est la réflexion. On a la réflexion de cette inégalité qui existe de fait, qui n'a pas besoin d'inégalité sociétale, qui existe de fait. Alors bien sûr, cette inégalité est majorée par des faits sociétaux, notamment le fait d'être une famille beaucoup plus modeste, en difficulté. Et effectivement, l'intérêt, c'est que la société essaie de gommer ces inégalités sociétales. Et là où on s'est complètement trompé, c'est qu'on essaie de gommer cette inégalité sociétale en disant « mais vous êtes tous les meilleurs du monde, vous n'avez pas 4 dans votre composition, vous avez tous 18 parce que sinon ce serait discriminant ». Le problème, c'est que la vie, après, à la fin, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand votre chargé du travail, on ne va pas dire « je vaux 18 ». Votre employeur, il dit « qu'est-ce que vous valez, vous ?» etc. Donc ce qui est important, c'est que la société permette de gommer les inégalités, non pas en majorant la note de l'étudiant, mais en faisant en sorte que la société aide ce jeune homme, aide que lui auraient pu lui fournir ses parents, d'une autre manière, pour, in fine, arriver à avoir le même niveau, celui qui est aidé. Parce que sinon, on crée une grande frustration. C'est-à-dire, on fait croire aux gens qu'ils ont eu le bac avec mention très bien, mais quand ils vont se retrouver sur le marché du travail, leur valeur, c'est pas mention très bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que beaucoup de diplômés ont du mal à trouver du travail. Et donc, c'est d'autant plus dramatique, c'est qu'ils sont complètement frustrés. Alors que ces gens-là, par exemple, auraient pu être mis dans des filières plus techniques et se réaliser dans des métiers manuels qui sont extrêmement recherchés et qui permettent de se valoriser, alors qu'on leur en fait croire que c'était des intellectuels comme les autres, de manière fausse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est une famille modeste qu'il faut aller dans le métier manuel, non, c'est pas du tout ça. Mais il faut en faire en sorte que l'éducation nationale gomme les inégalités. Gomme les inégalités en remplaçant le défect des parents et non pas en mettant une note qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que la vie, elle est réelle après. La vie, c'est pas les notes du bac. Voilà. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a décrié assez longtemps les métiers manuels, les métiers artisanaux, et aujourd'hui, on en a fait les frais puisqu'on est devenu une économie du tertiaire. On a complètement désindustrialisé. On se rend compte que c'était peut-être pas une si bonne idée et qu'on a beaucoup de métiers, excusez-moi, qui servent un peu à rien dans le tertiaire. Et des gros problèmes de main-d'œuvre que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la restauration. Notamment, moi j'ai un restaurant personnellement, c'est impossible de trouver des Français qui veulent travailler dans la cuisine. Donc c'est bien dommage. Et il y a même des théories comme quoi ce serait nos ennemis qui auraient fait exprès de pousser un petit peu les messages qui décrient
dévalorise les métiers manuels pour en fait nous empêcher d'avoir de la main-d'œuvre. Je ne sais pas si c'est une théorie complotiste comme on dit, mais en tout cas, c'est vrai que rien que dans l'armement et dans la haute technologie, c'est vrai que nos industries ne sont plus forcément au niveau et on est obligé de délocaliser et d'externaliser certaines fabrications qui sont essentielles, notamment dans l'armement, parce qu'on n'a plus personne qui travaille en France sur ces savoir-faire. Et c'est très dommageable. Et on a beaucoup de gens qui font du marketing, c'est super, mais c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, ça servira plus à grand-chose. Je suis effondré quand je vois sur réseaux comme LinkedIn des gens qui cherchent des stages en communication. J'ai l'impression qu'on forme des tas de communicants, mais personne qui travaille. Voilà, donc c'est quand même... C'est pas faux. C'est pas faux. Et alors, du coup, ça me fait penser à aussi... la fin de votre livre, vous parlez de l'arme séchée d'un jeune qu'on voulait envoyer vers des filières techniques et à force de résilience, finalement, vous avez choisi votre propre voie. Et donc aujourd'hui, à l'aube de vos 70 ans, après avoir écrit ce livre, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de votre parcours de vie ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que dans mon parcours de vie, je pense que il y a des gens qui m'ont entrouvert des portes. Et ce que je dis souvent à mes filles, il y a des gens qui vont vous entrouvrir. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on vous ouvre des portes. Parce que si on vous ouvre des portes, il n'y a plus de travail. Ce qui est important, c'est d'aider. Moi, j'essaie de le faire régulièrement, d'entrouvrir des portes à des jeunes, quand je peux, de les mettre, comme on dit, les pieds à l'étrier. Et puis après, il faut que chacun, on pousse la porte. C'est-à-dire que c'est important que nous, les anciens, on entrouvre des portes à des jeunes, mais leur inculquer, voilà, je t'ai entrouvert la porte, à toi maintenant de la pousser et de faire ton chemin. Moi, dans ma vie, effectivement, il y a des personnes, je suis, comme vous dites, de milieu modeste. Ma mère était femme de ménage dans une école. Moi, quand je rentrais le soir de l'école, personne ne m'attendait pour travailler. Comme je dis, j'ai été élevé dans la rue et j'ai failli être mis, ce qu'on appelait à l'époque, en classe de transition, c'est-à-dire voie de garage, pour être assez simple. Mais voilà, j'avais quelques professeurs qui avaient compris que j'avais quand même un certain nombre de potentiels. Et on m'a fait redoubler la classe de 4e. Du coup, j'ai fait une meilleure 4e et puis une très bonne 3e. J'ai pu accéder à l'époque en seconde de C, qui était quand même le summum. Et rapidement, j'ai aimé la biologie et j'ai voulu faire de la médecine. Et pareil, je suis rentré, j'aurais pu faire les études de médecine dans le civil, mais mes parents étaient modestes, je ne voulais pas qu'ils se sacrifient pour mes études qui étaient longues. Et en fait, je suis rentré dans l'armée, paradoxalement, pour être libre. C'est assez marrant. Mais afin d'être libre dans le sens, je voulais que mes parents ne se sacrifient pas pour moi et je veux être libre par rapport à eux. Et dans l'armée, on passe les mêmes concours que les autres de médecine, sauf que on est aidé d'abord financièrement parce qu'on vous paye des études, et puis lorsque on est en première année en particulier, où on a un concours difficile en fin de première année, on a des coacheurs, qu'on appelle maintenant, avant on appelait les assistants, mais des gens qui vont vous aider, vous préparer au concours, et effectivement, comme vous êtes coaché, vous avez plus de chances de réussite que les autres. C'est-à-dire que la compétition, elle est la même. Il n'y a pas de points qui vont vous favoriser. Mais c'est un peu comme le 100 mètres, entre celui qui va se faire le 100 mètres tout seul et celui, pendant des mois, on l'a entraîné à faire le 100 mètres. La course sera toujours la même, certes, mais à la fin, il y en a un qui a été super préparé et l'autre qui s'est préparé tout seul, quoi. Bien sûr. Et alors, j'avais une question aussi. C'est vrai qu'on en a un peu discuté, mais vous parlez beaucoup d'histoire, vous parlez de la jeunesse, vous parlez de l'avenir un petit peu de la population française notamment, et vous parlez un petit peu aussi de politique, et vous avez eu un petit peu d'expérience dans la politique. Alors déjà, je voulais savoir un peu... Est-ce que vous aviez en tête de faire de la politique à un moment de votre carrière ?
Finalement, vous parlez d'un épisode en particulier, peut-être qu'on pourra y revenir, mais qui vous a déçu dans la politique. Quel a été un peu ce cheminement de passer déjà du terrain au monde politique? À l'époque, j'étais revenu, parce que j'étais en Afrique, j'étais revenu en France. Le directeur central du service santé des armées m'avait pris comme chargé interministériel du directeur central du service santé des armées, c'est-à-dire, en gros, vendre l'expertise du service santé des armées en dehors des armées. Et arrive le 13 novembre, et après le 13 novembre, rapidement est mis en place un nouveau secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes. Et on me propose de devenir le conseiller spécial. Alors, ce n'est pas un poste politique en tant que tel, mais effectivement, vous appartenez à un cabinet ministériel d'un gouvernement socialiste, donc on ne peut pas... voilà, ce n'est pas un poste politique en tant que tel, mais n'empêche que vous êtes lié, c'est-à-dire que vous existez par rapport à votre ministre, et d'ailleurs, à la fin du cabinet ministériel, c'est du jour au lendemain. Plus de ministre, plus de cabinet ministériel, de toute façon. Alors, ça m'a déçu, non pas par... c'est plus ce qui m'a déçu, c'est chose qui est d'ailleurs... qui n'a rien à voir avec ce cabinet ministériel en tant que tel, mais c'est la manière dont travaillent nos politiques actuelles. C'est bien connu, ils travaillent dans l'immédiateté. On n'a plus maintenant une politique à long terme. La notion de plan, etc., n'existe plus. On le voit très bien dans la santé. La santé, actuellement, on aurait besoin de ce qu'on pourrait appeler un grand plan Marshall de la santé, c'est-à-dire mettre tout sur la table et réfléchir sur comment faire évoluer notre système de santé, mais le faire évoluer non pas avec quelques mesures prises comme ça, qu'on va divulguer dans un tweet, mais véritablement réfléchi, et puis sur 20, 30 ou 40 ans. C'est ça qu'il faut en politique. Malheureusement, l'évolution de la société, mais est-ce que les politiques ne sont que aussi les victimes de la société en tant que telle? Là maintenant, si vous êtes un ministre et vous arrivez, vous dites, bon, mais moi je vous promets du sang et des larmes, je ne vais rien changer dans votre immédiat. Par contre, on va réfléchir pour travailler sur 20 ans pour changer complètement la donne. C'est pas très visible dans un tweet, ça. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait, quoi. C'est ça qui m'a déçu. Mais ça n'a rien à voir, je dirais, avec conjoncturellement ce secrétariat d'État en tant que tel. C'est malheureusement... Est-ce que nos sociétés sont capables d'entendre qu'un gouvernement dise, un chef de gouvernement dise écoutez, moi je ne vais pas vous remettre la lune, on va réfléchir, on va proposer un modèle de société, mais on mettra 20 ans pour la transformer, quoi. C'est ça notre vrai problème, peut-être, pour la société. Après, c'est vrai que nous, on a une défiance vis-à-vis de nos politiques en France qui fait que c'est difficile d'annoncer ce genre de choses. Et comme il y a une dimension électoraliste de par notre système... notre système permanent, donc c'est ça. Moi quand... je suis effondré. Je veux dire, je vois qu'en quelques années, il y a eu 7 ministres de la Santé. Quelle politique vous pouvez faire quand vous avez en 6 ou 7 ans 7 ministres de la Santé différents? Non, c'est pas possible, quoi. La France a besoin de hauteur, la France a besoin d'une réflexion sur ce qu'on veut collectivement, quoi. Surtout qu'on voit l'efficacité de la projection et de la vision long terme, puisque rien que sur les événements de 2015, vous expliquez que dès 2005, vous aviez commencé à entamer une réflexion sur les attentats multisites, et que, en fait, un peu grâce à ces réflexions-là, vous avez pu gérer du mieux que vous pouviez le moment venu, lorsque ça arrive, donc 10 ans plus tard. Oui, alors, il faut lire le livre. Oui, effectivement, presque une dizaine d'années auparavant, on a réfléchi sur les attentats multisites. Et puis après, il y a derrière les interférences des égos des uns et des autres qui fait que ce qui aurait pu être mieux géré, a été moins bien parce que l'entraînement insuffisant interservice, voilà, bon. Le 13 novembre, il y a une enquête parlementaire qui a été faite après, et malheureusement qui n'a pas beaucoup abouti. Dernièrement, je regardais une vidéo où il y avait
le juge Fenech qui présidait cette commission, qui était un petit peu aigri du résultat de cette enquête parlementaire. Le problème n'est pas de s'auto-flageller en disant il y a des choses qui ne sont pas bien passées, etc. On le sait très bien, parce que c'est inhérent, le dysfonctionnement est inhérent au fonctionnement de la société. L'aviation le fait très bien. Les accidents d'avion entraînent des enquêtes qui ne sont pas là pour cibler, dire lui il a été méchant, il n'a pas bien travaillé, etc. Mais d'améliorer la sécurité aérienne. Et d'ailleurs, la sécurité aérienne a été grandement améliorée, bon certes par des techniques qui sont extérieures à l'aviation, comme le GPS, etc. Mais aussi parce qu'une culture, en fait, d'analyser les dysfonctionnements pour éviter qu'ils se reproduisent. En sachant que les dysfonctionnements, c'est inéluctable, il n'y a rien de parfait. Mais malheureusement, on est dans une société où on n'est pas capable de... Alors, souvent, on fait des rétextes, mais en France, souvent, le rétex, c'est pas un vrai rétex, c'est de l'autosatisfaction, etc. Non, ce qui est intéressant dans le rétex, c'est ce qui marche pas. Ce qui est intéressant, c'est quand les trains n'arrivent pas à l'heure. Qu'ils arrivent à l'heure, c'est normal, si vous voulez. Donc, ce qui est intéressant de réfléchir, c'est les dysfonctionnements. Pourquoi il y a eu un dysfonctionnement et quelles sont les mesures qu'on peut prendre dans l'avenir pour qu'il y ait moins de dysfonctionnement. Et ça, on ne sait pas le faire, clairement. Enfin, clairement, je m'en aperçois, du moins dans mon domaine de compétences, pour différentes raisons, on ne sait pas le faire, quoi. Voilà. Est-ce que les Français n'aiment pas être face au mur pour se réveiller d'une certaine manière, historiquement ? Comme vous dites, je suis un amoureux, un passionné d'histoire. Il y a longtemps que je dis souvent ce que je discute avec mes amis. Je crains que les années 30 du XXIe siècle aient une certaine odeur des années 30 du XXe siècle. Il y a un retour à... Je ne sais pas si c'est un retour, du moins, voilà. Il y a des similarités. Des similitudes, et des choses pas très nettes qui risquent de se passer, quoi. Et oui, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez failli travailler auprès de la présidence de la République. Vous avez failli avoir peut-être un impact un peu plus. Non, le poste n'est pas du tout... c'est un poste très technique, c'est un poste de médecin-chef de la présidence de la République. Bon, ça s'est pas fait pour des raisons un peu obscures, dont je laisse le lecteur peut-être découvrir de manière indirecte. Mais c'est pas très grave à ce niveau-là. J'ai une carrière passionnante par ailleurs. Très bien. Alors, je pense que cet entretien va prendre fin bientôt, malheureusement. Donc, j'avais une dernière question que je pose souvent à mes invités. C'est si vous aviez, et vous qui êtes passionné d'histoire, d'ailleurs, ce sera intéressant d'avoir votre réponse. Si vous aviez un personnage historique ou actuel qui incarne parfaitement le panache, ce serait qui pour vous ? Le panache, pour moi, c'est Jean Moulin. D'accord. Donc pour moi, Jean Moulin, c'est le panache parce que je pense connaître bien la biographie, puisque j'ai lu beaucoup de biographies différentes de Jean Moulin. C'est le panache parce que Jean Moulin, c'est un personnage extraordinaire. Alors, bien souvent, quand on passe en Jean Moulin, on pense qu'il est né... alors, contrairement au général de Gaulle, qui tout petit avait une haute idée de la France et récemment se sentait le grand commandeur lorsqu'il avait une dizaine d'années, c'est pas du tout le cas de Jean Moulin. Jean Moulin d'abord était un bon vivant. Il aimait beaucoup les femmes, il aimait beaucoup la peinture, c'était un artiste. Il est rentré dans l'administration préfectorale presque un peu par hasard, parce qu'il fallait un peu gagner sa croûte, un peu pistonné par son papa, qui était de mémoire conseiller général du département de l'Hérault, de mémoire, et il rentre comme secrétaire à la préfecture, quoi. Il rentre au bas étage, et puis par escalier républicain pour être précis, il monte un peu en grade. Il monte en grade et puis se fait des amitiés politiques, notamment Cotte, qui le prend sous son aile. Et c'est presque un jeune arriviste, en fait. Et il monte comme ça les échelons, il devient d'abord
plus jeune sous-préfet de France, plus jeune préfet de France. Et puis il y a la grande bascule, c'est l'Exode. Et l'Exode, il est préfet de Chartres. Et là, il y a le Jean Moulin avant, qui était, je dirais, le jeune garçon brillant, arriviste, voilà, qui n'est pas un héros, hein, et puis il fait face à une crise majeure. C'est-à-dire l'exode, les populations qui fuient, il n'y a plus rien à Chartres, dans le département, il n'a même plus d'essence pour sa voiture, il gère la crise à vélo. Et d'ailleurs, Jean Moulin écrit cet épisode sur un cahier lorsqu'il est répudié par Pétain comme préfet, et il va se réfugier à Saint-Andiol, donc près d'Aix-en-Provence, dans sa maison secondaire, et il écrit sur un petit cahier ses mémoires là, de cette crise. Et ça sera, ce livre sera publié par sa sœur, Laure Moulin, en 1947, après sa mort, sous le titre « Au premier combat ». C'est un petit livre qu'on trouve toujours en librairie, qui est dans les éditions de Minuit, où il raconte. Il faut lire ce livre, qui est extraordinaire en termes de gestion de crise. Quand les gens vous parlent de gestion de crise, vous lisez ça, vous verrez ce que c'est que gérer une crise. Et ce jour-là, Jean Moulin se révèle Jean Moulin. Jean Moulin devient Jean Moulin. Enfin, c'est ce moment-là, donc en juin 1944. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se tranche la gorge, vraisemblablement le 18 juin, puisque se tranche la gorge pour ne pas parler, et pour ne pas dénoncer, pour ne pas acter le fait que les Allemands voulaient qu'il avalise le fait que ce soit des tirailleurs sénégalais qui violaient des habitants, lorsque c'est pas tout à fait faux, les habitants avaient été morts de bombardement, mais dans leur esprit raciste, les Allemands voulaient que Jean Moulin, préfet, avalise le fait que ces morts étaient dus à la population qui les avait eux-mêmes violés et lynchés. Bien sûr, Jean Moulin a refusé, il a été battu, il a été torturé, mis dans un cachot, et sentant qu'il risquait de faiblir, il a pris un morceau de verre et s'est tranché la gorge. Et dans la nuit du 17 au 10 juin 1940, c'est son premier acte de résistance, quoi. Et à partir de là, Jean Moulin devient Jean Moulin. Donc voilà, pour moi, c'est un personnage, parce que justement, il ne naît pas Jean Moulin, il devient Jean Moulin. Et voilà, et ce personnage m'a beaucoup ému. En plus, c'est sûr que on a une certaine proximité. Moi, le bizutage existait encore, et quand j'arrive à l'école de santé, j'ai été bizuté dans les caves où a été torturé Jean Moulin. Donc, si vous voulez, quelque part, c'était pas du tout la même chose, quand même, bien sûr. Mais moi, j'étais jeune quand je rentre à l'école de santé, mais d'être dans ces caves où ont été torturés les résistants, tel Jean Moulin, tel Raymond Aubrac, tel Bloch, etc., ça vous donne quand même un certain sens à la vie, quoi, voilà. Mais dis donc, quelle histoire. Quelle anecdote. Ce sera le mot de la fin, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Fillard. Merci infiniment pour votre témoignage. Je rappelle, c'est aux éditions Mareuil Édition, de sang et d'or. N'hésitez pas à vous procurer ce livre passionnant. Merci infiniment, encore une fois. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et bonne lecture. Avec grand plaisir, oui. Bonne lecture à vous. Voilà, donc procurez-vous ce livre, je vais vous mettre des liens dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis tout le temps, mais bon, on est obligé, donc voilà, on respecte les règles du jeu. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve ça toujours passionnant, et ce sont des histoires qui est intéressant et pertinent de transmettre et de propulser pour que le plus grand nombre puisse prendre conscience de ces choses-là. Donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. Et puis je vous dis à bientôt dans Portrait de Panache.